Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo de cette playlist Python pour le trading. Encore une fois, on va commencer par corriger l'exercice de la vidéo précédente qui demandait d'afficher le cours de l'action Google et ensuite de faire un nuage de points avec les rendements du CAC 40 et du SP500 pour voir les corrélations qu'il pourrait y avoir entre ces deux actifs. Donc premièrement, on a utilisé uniquement la fonction plot dans laquelle on a inséré le data frame contenant la colonne close de Google pour avoir le graphique de Google. Donc c'était très simple, vous pouvez l'agrémenter entre guillemets en changeant le nom des axes, des ordonnées, etc. Mais c'était vraiment la chose la plus simple, je pense, qu'il y avait à faire. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on a créé un autre data frame avec cette fois-ci le CAC 40 et l'SP500 en pourcentage. Ensuite, on a enlevé les valeurs manquantes, on a affiché le graphique, on a mis des titres au label et on a mis une légende et on a affiché le graphique. Là, on voit quoi? On voit encore une fois une très grande corrélation entre le CAC 40 et le SP500. Pourquoi? Parce que on voit que la plupart des points, par exemple ici, si on trace une fonction horizontale à 0 et une fonction verticale à 0 également, donc ça, je vais le rajouter, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé à vous montrer, mais c'est aussi quelque chose de très utile. Donc c'est encore une fois, ça vous montre bien qu'on ne peut pas tout vous montrer entre guillemets, mais si vous avez une idée, soit vous demandez sur un groupe de discussion comme sur un Discord, etc. Soit vous allez dans la documentation ou sur un site internet directement et vous trouverez la plupart du temps des réponses à vos questions. Surtout, ce sont des choses assez simples comme celle-ci. Donc si on affiche, on voit quoi? On voit que la plupart des points se concentrent ici et ici. Donc c'est-à-dire lorsque les variations du SP500 et du CAC 40 vont dans le même sens. Avant de commencer à aborder le thème du jour, on va parler des opérateurs logiques. Alors, les opérateurs logiques, qu'est-ce que c'est? On peut imaginer ça comme un test qui a uniquement deux issues possibles. Soit le test est vrai, soit le test est faux. Par exemple, si j'écris 5 supérieur à 2, automatiquement, Python va me renvoyer vrai, parce que la valeur 5 est supérieure à 2. Maintenant, si j'initialise une variable x avec la valeur 5, si je fais x inférieur à 0, là, Python va me dire que c'est faux. C'est très important de comprendre cette structure avec les opérateurs logiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont au centre de la structure if qu'on va voir dans un instant. Avant de commencer à utiliser la structure if, on va déjà créer une variable booléenne. Par exemple, condition est égale à 5 supérieur à 2. Si j'affiche la valeur de condition, normalement, elle devrait être égale à true. Grâce à la structure if, on va simplement appliquer une condition. Donc par exemple, on va faire if pour si. Donc si la condition est égale à true, donc if condition double point. Lorsqu'on écrit if condition double point, ça implique en fait tout simplement que si la variable condition est égale à true, alors on va appliquer le code qui se situe en dessous de if condition. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va renvoyer la chaîne de caractères condition vérifiée. On lance et on voit que pour l'instant, ça fonctionne. Donc lorsqu'on utilise la structure if, on peut utiliser soit juste ce bloc-là, soit on peut dire que si la condition là n'est pas réalisée, alors dans tous les autres cas, on va afficher que la condition n'est pas vérifiée par exemple. Pour ça, on utilise la commande else. Donc on met les doubles points et tout ce qu'on va écrire ici en dessous de else, en laissant toujours l'indentation ici au début, ce petit espace pour montrer que tout ce que vous allez écrire correspond uniquement au bloc else, va s'appliquer uniquement si la première condition n'est pas vérifiée. Par exemple, si je change ma condition ici, en mettant cette fois-ci que 5 est inférieur à 0 par exemple, automatiquement la variable condition va se transformer en un false. Du coup, ici, ce bloc-là ne sera pas lancé parce que condition égale false et condition doit être égal à true pour que ce bloc se lance. Du coup, on va arriver directement à ce bloc et si je lance, on voit qu'on a bien print condition non vérifiée. Maintenant, on va voir une manière un peu plus complexe, mais qui sera celle qu'on va utiliser la plupart du temps. Donc par exemple, si j'initialise ma variable x à 15, je vais créer une structure if qui va classer ma variable x dans des intervalles. Par exemple, if x inférieur à 20, donc si c'est vrai ici ça sera true, alors je renvoie la condition est vérifiée. Ensuite on va rajouter une autre condition dans la structure. Pour ça on va faire
elif. Donc ça veut dire tout simplement, si celle-là n'est pas vérifiée, on va vérifier la condition suivante. Donc ça veut simplement dire que là, on va essayer de rajouter une condition dans notre structure if. Par exemple, ce n'est pas inférieur à 20, donc la brique là ne va pas se lancer, et on va tout simplement arriver à la condition suivante avec le elif, par exemple, qui sera x inférieur à 15. À ce moment-là, on peut renvoyer que l'autre condition est vérifiée. Si x n'est pas inférieur à 20 et n'est pas inférieur à 15, alors on va renvoyer tout simplement que dans tous les autres cas, la condition n'est pas vérifiée. Par exemple, là, si j'initialise ma variable x à 50, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une condition non vérifiée. Pourquoi? Parce que premièrement, x n'est pas inférieur à 20, il n'est également pas inférieur à 15, et du coup, le else qui s'applique dans tous les autres cas nous renvoie que la condition n'est pas vérifiée. Maintenant, si x égale 19 par exemple, je vais avoir ma condition qui est vérifiée. Maintenant ici, je vais vous laisser réfléchir à quel moment la structure elif va s'actionner. Donc à quel moment, pour quelle valeur de x, on va renvoyer que l'autre condition est vérifiée. Je vous invite à mettre pause et à faire attention parce que j'ai volontairement laissé un piège dans l'énoncé. Alors, la réponse, c'était que cette condition ne va jamais s'afficher. Pourquoi? Parce que automatiquement, si x est inférieur à 15, bah, x est également inférieur à 20. Du coup, ça sera toujours cette structure qui va se lancer en premier. Pour qu'on ait une possibilité d'avoir le elif qui s'actionne, on devrait inverser les deux structures-là. Ainsi, le if s'actionnerait pour tous les x inférieurs à 15 et le elif pour tous les if compris entre 15 et 20. Et ensuite, pour tous les x qui seront supérieurs à 20, bah, la condition ne sera pas vérifiée. On fait l'essai par exemple avec le 19 qu'on a lancé juste avant. On voit maintenant que l'autre condition est vérifiée. Pourquoi est-ce que je vous ai posé cette question? Tout simplement pour vous montrer que, premièrement, l'ordre des conditions a une grande importance et qu'il y a des fois où on peut tout simplement combiner certaines conditions. Maintenant, je vais vous laisser avec un petit exercice qui est très similaire à ce qu'on a fait ici. Donc l'idée, ça va simplement être d'initialiser un chiffre x et de renvoyer si le chiffre est positif, soit false si le chiffre est négatif, et sinon, de renvoyer 0. On corrigera cet exercice dans la vidéo suivante. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer et à la partager. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on va parler, cette fois-ci, de la structure for en Python.